Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau live métier aujourd'hui. Je suis très content d'animer ce live métier parce que deux choses. Premièrement, c'est la première fois que j'anime avec mon ami Laurent. Salut Laurent. Bonjour à tous. Ouais, super. Et Laurent, ça fait quoi d'animer ce live métier avec moi? C'est une nouveauté, comme tu le disais bien si bien. Donc, on va voir si on est compatible comme équipe d'animation, mais je n'en ai aucun doute. Moi, je pense qu'on est compatibles parce que tu aimes le café, j'aime le café. D'ailleurs, tu Ah, mais vois ça, combien c'est de... par rapport à notre interlocuteur, Olivier. Oui, mais d'un côté, c'est vrai aussi, on aime le café. Tu vois combien de tasses de café, Laurent, par jour? Je suis pas sûr que je puisse donner un chiffre parce que je crois que je dépasse les normes raisonnables. D'accord. Alors moi, je bois deux tasses le matin et après le déjeuner pour booster pour l'après-midi. Ah oui, Voilà. je suis plus près du double décimal que de deux tasses. Je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir boire beaucoup de café dans la journée sans que ça fasse mal. Ouais, super. Alors pourquoi on vous parle de café? Tout simplement parce que Gilles est responsable gastronomie qui travaille chez Nespresso. Bon, Nespresso, vous connaissez tous, hein, on voit souvent à la télé avec un super acteur. Gilles, lui, bah, il travaille là-bas, il aura le plaisir de nous parler de son métier. Le principe du live métier, bah, justement, c'est un professionnel qui parle de son métier. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires dans le chat. Je compte sur vous et je compte sur Laurent pour animer le chat. Voilà. Gilles, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît? Oui, bon, bah, écoutez, déjà, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir participer ma passion, parce que hormis mon métier, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment une passion. Je suis tombé, j'expliquerai ça plus tard, j'expliquerai ça après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est vraiment devenu une passion et j'ai vraiment un plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui et pouvoir le partager de vive voix avec vous. Donc moi, je m'appelle Gilles Bell, je vais avoir 62 ans. Donc on dit souvent que je ne vais pas à mon âge, mais j'ai bien 62 ans. Donc je travaille chez Nespresso depuis une dizaine d'années maintenant et je m'occupe de toute la partie gastronomie pour la marque, c'est-à-dire la relation avec le monde général de la gastronomie, tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur la table et tout ce qu'on va retrouver autour de la table, c'est-à-dire les métiers de la salle et du service et les métiers de la gastronomie en général. Voilà. Donc, Gilles, donc, ça fait 10 ans que tu travailles chez Nespresso et tu Oui, t'occupes de la partie gastronomie. Euh, absolument. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ton métier comme si tu expliquais à ton neveu? Et pendant ce temps, j'ai le plaisir de boire une petite tasse de café. Ah, sans oublier de partager cette petite présentation sur laquelle vous avez travaillé tous deux auparavant. Oui. Donc, bon, mon métier, comme effectivement je pourrais vous l'expliquer, il est très très simple. Il est basé sur cinq activités qui partent de l'expertise sensorielle. Alors, l'expertise sensorielle, c'est un domaine très vague, mais ça consiste à connaître ce qu'on a à l'intérieur du café, comme dans le vin, connaître les arômes, connaître l'amertume, connaître l'acidité, si on a des notes florales, si on a des notes, des notes secondaires, tertiaires, comme on pourrait appeler les notes de terre, les notes de fleurs, etc. Et quand on connaît effectivement toutes les notes qui est à l'intérieur du café, mon travail, c'est de pouvoir proposer le café comme ingrédient dans un plat, parce que c'est vrai que le café, on a souvent l'habitude en priorité de le boire à la fin du repas ou dans divers moments de la journée. Mais moi, ce que j'essaie de faire à travers mon métier, c'est de le découvrir différemment et de pouvoir l'intégrer dans un plat, notamment. Donc, je travaille beaucoup avec les chefs, donc notamment avec des grands chefs étoilés, et je travaille avec eux sur des recettes. Donc, comment intégrer du café avec du gibier, comment intégrer du café avec du poisson, comment intégrer du café avec des desserts. Donc, aujourd'hui, on a une vaste palette de recettes qu'on utilise régulièrement avec les chefs dans des événements où les chefs eux-mêmes peuvent ajouter les recettes à l'intérieur de leur restaurant sur leur carte sur leur carte sur leur carte dans le restaurant. Donc ce travail il est fait depuis maintenant 10 ans et Mm. ça fait partie intégrante de mon métier comme pourrait le faire un sommelier. Moi on pourrait dire que quelque part je suis un peu un sommelier du vin
et j'essaie d'associer le café avec tout ce qui se mange et tout ce qui se boit. On pourrait aussi l'associer, pourquoi pas, avec des alcools, avec des cigares, avec des fromages. Donc la palette est très très vaste, puisque tout ce qui se mange et tout ce qui se boit peut s'associer. Donc le plus difficile, c'est effectivement, c'est de trouver le bon compromis dans une recette, parce qu'il ne faut pas que le café prenne le dessus sur le reste du plat. Il faut que ce soit juste perceptible au goût pour qu'on ressente qu'il y a du café dans la recette. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a développé depuis maintenant 10 ans et qui fait vraiment partie intégrante de la marque, puisqu'aujourd'hui, on développe en permanence des recettes avec les chefs ou avec des pâtissiers ou avec des boulangers. On a fait ça avec des sommeliers. Donc voilà, on a aujourd'hui un travail qui est fait et on pourrait dire qu'on a un dictionnaire aujourd'hui de référence pour chaque grand cru de café de la marque. On sait qu'avec tel grand cru, on peut marier par exemple du chevreuil, des écrevisses ou beaucoup d'autres choses. Gilles, donc si je résume, un café, on peut reconnaître par le parfum ou le nez, et on reconnaît aussi par le goût lorsqu'on boit, on sait quel café c'est. Et toi, ton job à toi, c'est tiens, je travaille avec des chefs cuisiniers, ils me proposent un plat, par exemple un steak de bœuf, bon, je dis au pif. Ah oui, bien sûr. Et selon le goût de steak au bœuf, je me dis, tiens, voici le café qui conviendrait avec le steak, c'est ça? Exactement, exactement. Moi-même à la maison, il m'arrive de mettre du café dans la sauce de ma salade, mettre du café, oui, bien sûr, de mettre du café dans les omelettes. Essayez à la maison, vous verrez, ça, c'est vraiment très très bon. Donc après, on peut faire des omelettes à la truffe au café, on peut faire un steak tartare avec une sauce au café. Après, il n'y a pas de limite. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on sente vraiment trop le café. Oui. Le café donne trop de goût à la recette. Mais après, le café, on peut l'intégrer partout. Et moi, je vous conseille même de faire des essais à la maison. Vous verrez, ça se marie très bien quand c'est bien dosé. Parce que moi, dans ma tête, quand je dis café, c'est dans un verre, je bois. Et bien sûr, oui, bien sûr. Pas. Mais là, à la base, oui. À la base, on le boit effectivement dans une tasse ou dans un verre. Mais moi, mon métier, ça a été effectivement de faire découvrir le café comme ingrédient, c'est-à-dire l'intégrer directement dans une recette ou l'associer à une recette. C'est par exemple, on pourrait très bien associer à la fin du repas dans un restaurant, on a un dessert aux agrumes, une tarte au citron par exemple. Eh bien, moi, je vais pouvoir associer à cette tarte au citron un grand cru de café qui se boira très bien avec effectivement la tarte au citron. Alors Gilles Olivier, juste pour récapituler, puisqu'on a accueilli plein de personnes qui sont arrivées en cours de route, ce que l'on est en train d'expliquer, c'est que grâce à l'expertise sensorielle qu'a développée Gilles Bell dans le cadre de son travail, il a été en capacité de construire un dictionnaire des associations de saveurs. Exactement. Il est en capacité de dire avec quel type de café va aller avec quel aliment, quel plat, quelle préparation. Donc c'est le premier pilier de son travail qu'il nous expliquait juste maintenant. Exactement. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé, puisque maintenant, il y a des chefs qui travaillent avec, par exemple, de la bière, avec du champagne, du cognac. On peut vraiment tout intégrer dans une recette. Après, c'est ce que je vous disais, le problème du café, c'est que le café, c'est chaud, c'est extrait avec une machine, donc c'est d'autant plus compliqué à travailler. Donc, effectivement, il est plus facile de travailler avec du vin que de travailler avec du café. Et pourquoi? Parce que dans le café, il y a 1600 arômes, alors que dans le vin, vous en avez par exemple entre 300 et 400. Donc, la difficulté est d'autant plus grande d'associer le café et d'intégrer le café dans les plats. Voilà. D'accord. Et on a beaucoup de chefs aujourd'hui qui ont intégré des recettes à base de café dans leur restaurant. Ok. Et quand tu parles des chefs, donc je suppose que ce sont des chefs de cuisine étoilés, est-ce que tu peux donner quelques noms? Alors après, oui, bien sûr, on travaille avec Thierry Marx, on travaille avec Pierre Gagnère, on travaille avec Christophe Baquier, on travaille avec Yannick Aleno, on travaille avec Mauro Colagreco, on travaille avec… aujourd'hui, on travaille avec 30% des étoilés du guide Michelin. Donc, chez Nespresso, on a la première part de marché au niveau des étoilés, puisqu'il y a plus de 600 étoilés Michelin en France. Donc, c'est le pays au monde où la gastronomie est reine. Donc, on a aujourd'hui, moi, j'ai énormément de travail parce qu'on a à peu près 30% des étoilés du guide Michelin. Donc, on a un rapport et un lien à la gastronomie. On pourrait dire même que c'est une histoire d'amour, puisque Nespresso a débuté en travaillant avec des chefs. Donc, la marque s'est démocratisée avec les chefs. Et surtout, le fait de travailler avec des chefs aussi, ça crédibilise la marque, puisqu'un chef 3 étoiles, par exemple, qui travaille avec du Nespresso, ça veut dire que le produit est de qualité et c'est pour ça qu'il emploie.
Donc, on a cet avantage par rapport à beaucoup d'autres marques, effectivement, d'avoir ancré la gastronomie depuis de nombreuses années dans les relations que nous avons avec les chefs en général ou avec d'autres métiers de la gastronomie, des pâtissiers, des boulangers, etc. Et comment ça marche, Gilles, la collaboration avec les chefs cuisiniers? C'est toi qui les appelles ou tiens, je m'appelle Gilles, est-ce que je peux travailler avec vous? Alors après, effectivement, je vais vous l'expliquer après parce que ça fait partie, bien entendu, de notre cadre de mon activité, puisque je n'ai pas que cette activité, d'accord? Donc effectivement, si on reprend le tableau, on voit qu'au milieu de la présentation que je vous ai faite, il y a le mot réseau. Et donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai réussi depuis 10 ans à créer un réseau très important dans le monde de la gastronomie. Donc, aujourd'hui, j'ai un réseau de chefs qui travaillent avec moi depuis quelques années maintenant et je fais régulièrement appel à eux pour travailler sur l'expertise sensorielle. Je fais appel à eux aussi pour la création et suivi d'événements et concours. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des événements. Donc, on travaille on est partenaire, par exemple, du Festival de Cannes. Et pendant le Festival de Cannes, on a une plage privative, la plage Nespresso. Et sur cette plage, on organise des événements. Donc, on fait venir des clients du monde entier et on invite des chefs donc, à venir cuisiner pour nos clients sur la plage Nespresso. Et donc, toutes les recettes qui sont faites, elles sont faites à base de café. Donc, aujourd'hui, grâce à ce réseau, moi, aujourd'hui, je peux facilement appeler des chefs et leur demander de participer, par exemple, à l'atelier Nespresso à Cannes. Et souvent, à 95%, ils répondent présents. Ils sont présents pour élaborer de nouvelles recettes. Alors, Gilles, je vais avoir deux petites questions. Je profite d'interruptions qui viennent de notre auditoire. Je t'en prie, vas-y. Alors, la première était une demande d'éclaircissement sur est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, tu es testeur par rapport à tout ce travail que tu fais sur l'expertise sensorielle. Et la deuxième était peut-être beaucoup plus intéressée puisqu'on me demandait comment faire pour être invité sur la plage Nespresso à Cannes. Oui. Moi, j'aimerais bien y être, moi. Alors, testeur, non, parce que à la base, ce n'est pas mon métier, puisqu'on a une équipe, si vous voulez, tous les cafés qu'on rapatrie. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de pays dans le monde. Hein. Donc, il faut savoir que le café, ça pousse en zone intertropicale, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Pourquoi? Parce que ça a besoin d'eau et de soleil. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'on soit dans des zones humides et chaudes. Donc, on travaille avec les principaux fournisseurs de café. Ce sont le Costa Rica, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Pérou. On travaille après en Afrique avec l'Éthiopie et le Kenya. Et donc, tous les cafés avec lesquels on travaille, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec 100 000 producteurs dans le monde. Hein, et il faut savoir que sur ces 100 000 producteurs, 80% travaillent sur des exploitations de moins de 2 hectares. Donc, on fait vraiment, en amont du traitement du café, on fait vraiment du travail artisanal, mais à grande échelle. Et après, on rapatrie tous les cafés en Suisse, d'accord? Tous les cafés, Nespresso, ça fait partie du groupe Nestlé. Tout ce qui commence par Ness fait partie du groupe Nestlé. Donc, nous sommes une filiale du groupe Nestlé. Et donc, Nestlé étant un groupe suisse, tous les cafés sont rapatriés en Suisse dans 3 usines dans lesquelles sont torréfiés les cafés. Alors, pour expliquer la différence, par exemple, entre le vin et le café, tous les process de récolte et de traitement sont les mêmes. La seule différence, c'est que pour faire vieillir un vin, il va falloir des années, alors que pour faire vieillir un café, il va falloir 20 minutes. Les 20 minutes de vieillissement, c'est la torréfaction, donc qui vont permettre d'être d'un produit mort à un café vivant. La torréfaction permet d'extraire tous les arômes du café, d'accord, et de faire vieillir le café, donc d'une couleur blanche-verte, d'un produit mort à un café vivant qui devient le café torréfié comme tout le monde connaît. Et ensuite, en Suisse, on a des gens qui sont spécialistes et qui testent et qui goûtent toutes les origines de café et qui valident des origines de café. Donc moi, après, mon rôle, c'est de tester aussi les cafés, mais de tester les cafés une fois qu'ils sont dans les capsules. D'accord? Moi, je ne fais pas le travail en amont, moi, je fais le travail quand il est terminé. Et donc, moi, je fais le test uniquement dans les grands crus qui sont créés et qui sont aujourd'hui vendus dans le réseau des boutiques, etc. Donc, je ne suis pas testeur en amont, mais plutôt testeur après dans le produit fini. Et la deuxième question, pardon? Non, c'était pour savoir comment accéder à la plage à Cannes. Alors, à la plage Nespresso, tout le monde peut y accéder en se promenant devant. Après, effectivement, pour être actif et participer au dîner, effectivement, après, c'est plus compliqué parce qu'on a bien entendu des clients qui viennent du monde entier. Donc, on a une plateforme d'hospitalité qui permet d'accueillir une vingtaine ou une trentaine de clients par jour.
Mais pourquoi pas, après, moi j'ai des élèves d'école hôtelière qui me demandent chaque année de venir et j'arrive à trouver des invitations pour les faire venir sur la plage. Même s'ils ne dînent pas, ils peuvent accéder à la plage et voir tout l'environnement effectivement de la plage et tout l'environnement Nespresso. En plus, on est partenaire du Festival de Cannes et de la Semaine de la Critique. Donc, ça permet aussi de rencontrer des artistes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Will Smith, Sylvester Stallone, Brad Pitt, etc. Donc, ça permet, quand on est là aussi, de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer habituellement. Ouais. Donc, eux aussi, ils boivent du café comme nous. Oui, 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 oui. Bah, après, notre grand ambassadeur qui s'appelle Georges Clooney, Oui, Georges Clooney boit beaucoup de café. Il est au board, donc à la direction de la marque, et nous aide aussi dans le développement des cafés, notamment au Soudan, puisqu'avec son papa, il est très présent au Soudan du Sud, et il nous a aidé à redévelopper du café au Soudan, qui est un pays en guerre, qui est en ce moment très, très impacté par la guerre. Et donc, Georges Clooney, au-delà d'être l'égérie de Nespresso, est très actif dans le développement du café au niveau de la marque. Il va dans les pays producteurs, il nous aide beaucoup sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et Gilles, tout à l'heure, tu parlais de tes élèves, donc je suppose que tu donnes des cours, tu es professeur à certains Oui, moments. On voit ton écran. vous le voyez? Oui. Voilà, donc après, effectivement, je suis en contact avec les écoles hôtelières. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, et puis après, peut-être que ça vient aussi de mon âge, moi, je suis très axé sur la formation. Et le café est quelque chose d'assez méconnu du grand public, et notamment dans les écoles. Et j'ai voulu développer un cursus de formation, donc ce qu'on appelle la chaîne de valeur du café, donc du produit sur l'arbre jusqu'au produit fini dans la tasse. Donc j'ai développé des programmes de formation avec des écoles hôtelières qui me permettent effectivement de pouvoir donner des cours sur le café dans les écoles. Et j'organise même des masterclass dans certaines écoles hôtelières avec des chefs qui viennent faire, pendant que moi je parle du café, ils viennent faire une recette à base de café. J'ai fait aussi des formations avec des sommeliers, avec des pâtissiers, et ça nous permet effectivement de donner accès aussi aux étudiants à divers métiers autres que les métiers qu'ils peuvent avoir dans les écoles. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et aujourd'hui, je travaille avec une trentaine d'écoles hôtelières en France, et ça fait partie aussi de mon activité. Donc, je voyage aussi. Voilà. La dernière que j'ai faite, par exemple, c'était à l'école Vatel de Bordeaux, où j'ai fait une masterclass avec un chef étoilé qui est Bocuse d'Or aussi et qui est meilleur ouvrier de France, qui s'appelle François Adamski. Et pendant que je parlais du café, lui, il faisait une recette à base de café. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très ludique et qui permet effectivement de proposer des activités autres que celles qu'on peut retrouver dans le milieu hôtelier traditionnel. Ok, donc Gilles, pour résumer, tu interviens dans des écoles et tu fais aussi venir des chefs étoilés. Exactement, parce excuse-moi Olivier, mais on a un partenariat avec la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs ouvriers de France, dans les meilleurs ouvriers de France, vous avez 220 métiers qui peuvent être meilleurs ouvriers de France. Donc, il y a une palette de métiers incroyable. Et j'ai eu travaillé aussi avec un meilleur ouvrier de France, sellier, verrier, etc., qui peuvent venir parler de leur métier, même s'il n'y a pas un lien vraiment avec le monde du café. Donc, ça permet aussi de pouvoir donner accès à des gens qui ont des métiers fabuleux qu'on ne connaît pas. J'ai même eu travaillé avec un jour un meilleur ouvrier de France en génie climatique qui est venu parler de son métier, et c'était absolument incroyable parce que ce monsieur a eu plusieurs vies dans sa vie, et il parlait de son métier avec une telle passion que certains étudiants ont demandé à le rencontrer après. Bon, après, sans que ça fasse naître, puisque dans le métier de l'hôtellerie, on ne va pas avoir une passion pour les métiers du génie climatique, mais c'est vrai qu'après, il y a même des étudiants qui sont restés en contact avec ce monsieur. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, les écoles hôtelières sont en vraie demande pour tout ce qui est activité annexe. Et donc, ça fait partie aussi de mon activité de pouvoir proposer ça en dehors du métier du café. Et Alors, Gilles, oui, vas-y, Laurent. deux petites questions à Oui. te poser. Alors, la première, je pense, c'est une question quiz un peu piège. C'est-à-dire, sais-tu combien de cafés sont produits par jour?
Chez Nespresso ou dans le monde? Si tu as les deux réponses, je pense que notre interlocuteur sera ravi de les Alors savoir. chez Nespresso, on ne le sait pas, d'accord? Je ne pourrais pas dire aujourd'hui parce que c'est secret. Donc, je sais que c'est des milliards de capsules par an. Vous donnez aujourd'hui le nom, moi, je ne le connais pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le café, c'est la deuxième boisson la plus bue après l'eau, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est la matière qui est la plus échangée après le pétrole dans le monde. Donc, aujourd'hui, il y a le café coté en bourse. Vous avez une bourse à New York pour l'Arabica et une bourse à Londres pour le Robusta, parce que le Robusta et l'Arabica sont vraiment les deux sortes de café. Et aujourd'hui, il se boit des milliards de tasses tous les jours dans le monde. Donc, et la demande est de plus en plus forte. Et donc, on va avoir un gros problème par rapport à ça, puisque avec le réchauffement climatique, on dit que 30% dans 50 ans, 30% des espèces végétales et animales auront disparu. Donc aujourd'hui, la demande étant encore bien plus forte qu'avant, on est obligé aujourd'hui de travailler beaucoup sur ce qu'on appelle les écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nespresso a une empreinte carbone neutre. Pourquoi? Parce qu'on plante plus de 500 000 arbres par an dans les plantations, parce que le café craint le soleil. Et avec le réchauffement climatique, ce qu'on essaie de faire, c'est protéger les caféiers, leur créer des environnements sains, réintroduire la faune et la flore dans les plantations, effectivement pour protéger cette chaîne d'approvisionnement qui est en danger. Puisque le café, c'est une huile, et donc obligatoirement, dans quelques années, si on ne commence pas à travailler là-dessus, Nespresso a mis en place un programme de durabilité en 2003, donc ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus, et effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est de préserver l'approvisionnement du café de qualité, pas seulement pour Nespresso, mais pour tous les torréfacteurs dans le monde. Et Gilles, pour revenir au point de tout à l'heure, quand tu parlais des formations, quelles sont Oui. les écoles auxquelles tu interviens et quels sont les diplômes qui sont préparés? Parce qu'il y a peut-être des jeunes parmi nous. Alors, moi, j'interviens, j'ai fait des formations à des CAP et je vais jusqu'au master. Après, je peux faire des formations pour des options de sommellerie, j'ai fait des options barman. Donc, c'est vraiment, je peux intervenir vraiment dans tous les domaines, en passant par le bac, par les BEP, par les CAP. J'ai fait aussi de la formation en alternance, pour des alternants aussi en école hôtelière. Là, j'en ai fait une il y a 2 mois, pas il y a 2 mois, mais c'était entre les deux confinements à la CCI de Rennes, sur le campus Kerlan à Rennes. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Je peux très bien travailler sur du CAP et le lendemain passer sur un master, par exemple, comme c'est le cas à Vatel à Bordeaux. D'accord. Tu as une photo à nous montrer sur toi et ta classe? Alors oui, bien sûr. Voilà. Donc là, ici, effectivement, c'est une photo donc, qui avait été faite justement pour l'école Vatel à Bordeaux, où donc on avait une formation avec un meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France. Donc ici, sur la photo, à gauche, le deuxième à gauche, avec la cravate. Et après, avec un meilleur ouvrier de France barman. D'accord. Donc, lui avait fait tous les petits cocktails en bas devant vous à base de café. C'était super intéressant. C'était très marrant d'ailleurs. Et même les élèves avaient la possibilité de venir goûter les cocktails à la fin. Donc, c'était vraiment très sympa. Et après, le sommelier est venu lui parler du parallèle qu'il y a entre le café et les similitudes qu'il y a entre le vin et le café. Donc, ça fait partie, c'est une masterclass, effectivement, des opérations qu'on peut apporter aux écoles hôtelières. Pourquoi pas aussi dans leur cursus de développement, puisque si on a une option sommellerie, par exemple, je fais venir un sommelier qui va parler effectivement du rapport et du lien qu'il peut y avoir entre le vin et le café. Et sur la photo, je vois qu'il y a quand même une certaine mixité, là, autant de garçons et de filles. Ah oui, alors là, oui, aujourd'hui, là, on était vraiment plutôt sur des métiers de l'hôtellerie. D'accord. Mais effectivement, on a vraiment aujourd'hui un partage, et il y a de plus en plus de filles qui viennent travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et moi, je m'en réjouis parce que c'est vrai qu'après, les filles, je dirais, ont une autre vision, une autre sensibilité différente, complète de celle des garçons. Donc, c'est toujours un plaisir aujourd'hui. Et moi, depuis quelques années, je vois que la mixité est de plus en plus importante. Là, on le voit bien sur la photo. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la jeunesse, l'envie, la passion qui anime ces jeunes, parce qu'il faut, pour faire ce métier, je pense que c'est avant tout des métiers de passion.
Et là, on voit vraiment que, bon, je ne sais plus combien il y avait de personnes, il y avait peut-être une quarantaine ou une cinquantaine, mais voilà, c'était des gens qui étaient hyper intéressés et qui finissent, bon, l'école Vatel fournit aujourd'hui les plus grandes maisons d'hôtellerie dans le monde. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment passionnés et à l'écoute de tout ce qu'on peut leur apporter, leur présenter. Alors, Gilles, je vais avoir deux petites questions, excuse-moi Olivier, oui. assez pointues, mais qui sont liées l'une à l'autre et qui sont liées à ton travail, puisque tu nous expliquais que tu communiques beaucoup sur le café, donc tu participes à le rendre connu et donc à le distribuer. Bien sûr. La première concernait les marchés dans le monde de Nespresso, et la deuxième, à qui Nespresso vend du café. Donc j'imagine qu'on parle à la fois entreprise consommateur. Est-ce que tu peux nous éclairer tout ça? Tout à fait. Donc aujourd'hui, le premier marché au monde pour Nespresso, c'est la France. Que ce soit pour le client particulier ou le client professionnel, je vous l'expliquerai après. Et après, le deuxième marché, ce sont les États-Unis. Et après, le troisième marché, ça va être toute la partie Benelux, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande. Et après, on va passer sur les pays sudistes comme l'Italie, notamment, qui commence vraiment à s'intéresser au café. Après, le Japon, la Chine aussi commence à être un pays qui se développe très rapidement. Donc, mais aujourd'hui, le premier marché au monde et le marché qui a été développé en premier, c'est la France. Donc aujourd'hui, on a vraiment aujourd'hui une avance qui commence, bon, avec les États-Unis qui commence à se réduire, mais on a quand même une marge assez importante d'avance sur tous les autres pays. Et après, donc sur la deuxième question, Nespresso intervient à la fois sur le marché grand public, donc à travers toutes les boutiques Nespresso, d'accord, puisqu'on a aujourd'hui plus de 400 boutiques dans le monde, et après intervient aussi dans le marché professionnel, donc avec une capsule différente qui n'est pas la même, mais avec des machines différentes qui ne sont pas les mêmes, d'accord. Et là, on intervient dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, et puis dans le milieu des bureaux aussi, donc ce qu'on appelle la partie office. Donc, on a deux marchés différents en France. On a des équipes qui s'occupent du marché de l'office et des bureaux, et on a des équipes qui s'occupent du marché de l'hôtellerie, de la restauration. Elles sont complètement dédiées à ces deux métiers. Voilà. Et donc, moi, j'interviens à la fois dans les deux. Donc, mon métier principal, il est plus axé sur le monde de la professionnelle, bien entendu, parce que je travaille d'abord avec les chefs, mais j'interviens aussi, je peux intervenir aussi dans les boutiques et faire des formations dans les boutiques, pourquoi pas, et parler du produit en boutique pour des clients particuliers. Ok. Donc, Gilles, tu interviens pour des professionnels aussi, des clients dans les boutiques. À un moment, oui. Tu parlais des États-Unis, de la Chine. Oui. Ton périmètre à toi, c'est que la France ou c'est partout? Ah bah non, moi, je ne m'occupe que du marché français. Je ne m'occupe pas du marché mondial parce que, le marché français est de loin le plus grand. Donc, à la limite, je dirais que pour moi, aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à aller travailler sur un marché international, puisque ce que je fais aujourd'hui, je pourrais pratiquement le faire qu'en France. Ailleurs, je ne pense pas qu'on ait le vivier aussi important de chefs qui me permettent aujourd'hui de pouvoir travailler et faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Pour avancer, est-ce que, moi, quand j'entends responsable gastronomie, ça fait penser à quelqu'un qui passe son temps autour d'une table. Est-ce que c'est ce que tu fais? Parce que si c'est vraiment ce que tu fais, moi, j'aimerais bien faire le même métier que toi, quoi. Moi aussi, je pense. Alors, effectivement, c'est ce que tout le monde pense. Tout le monde pense que je passe ma vie à table. Bon, après, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Je passe du temps à table, bien entendu, puisque je vais souvent voir des chefs étoilés. Donc, je suis souvent invité à déjeuner, soit au restaurant, soit à la table du chef. Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs ont une table dans leur cuisine. Donc, souvent, je viens partager ma passion dans la cuisine, puisque, bien entendu, au-delà de travailler avec un chef, il faut connaître sa sensibilité et il faut goûter sa cuisine pour savoir comment on peut travailler avec lui aussi. Donc, c'est hyper important. Mais ma plus grande activité, bien entendu, c'est la relation avec les chefs. C'est 80% effectivement du travail. Et souvent, ce que pensent les gens, et c'est ce qu'on me dit en interne aujourd'hui, bon, après, les gens disent ça maintenant pour s'amuser parce qu'ils connaissent, ils savent vraiment ce que je fais. Mais effectivement, je passe du temps plus avec les chefs qu'à table. Par contre, j'ai une anecdote qui est assez incroyable et je vais vous la donner. Un jour, j'ai des amis qui travaillent chez Paul Bocuse, le restaurant Paul Bocuse à Lyon, qui est vraiment le plus grand restaurant au monde, le restaurant Paul Bocuse, avec Paul Bocuse, l'ambassadeur de la gastronomie française.
Et donc, je suis invité par le chef et un ami sommelier. Et ils me disent, Gilles, viens déjeuner chez nous. Je dis, OK, pas de problème. Donc, j'arrive à 11h30. Donc, un petit verre de champagne d'accueil, etc. Et donc, je m'assois à table. Donc, je commande 3 plats. Et à ma grande surprise, ils m'ont fait ce qu'on appelle la totale. Je suis reparti à 17h. Ouais. D'accord, je n'ai pas pu manger les desserts, alors que je suis quelqu'un de très gourmand et j'adore le sucré. Et donc, je devais déjeuner le soir, dîner par contre, excusez-moi, chez un autre client le soir. Donc, je suis allé chez l'autre client, je me suis assis à table et je n'ai pas pu manger. C'était impossible. J'avais tellement été gavé par le chef et le sommelier pendant je crois qu'il m'avait fait 12 plats. Donc, le soir, je n'ai pas pu manger. Donc, le chef était vexé. Donc, j'étais obligé d'y retourner le lendemain pour le déjeuner. Donc, voilà une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle m'a marqué. Mais je dirais que ce milieu de la gastronomie, c'est un milieu convivial, c'est un milieu de partage, de convivialité. Et c'est vrai qu'on est toujours bien accueillis. Et la cuisine, c'est avant tout faire plaisir aux gens qui s'assoient. Parce qu'on cuisine, c'est ce que disent les chefs. Hein. On cuisine pas pour soi, mais on cuisine pour les clients. Ou quand on fait la cuisine à la maison, c'est pareil. On ne cuisine pas pour soi, on cuisine pour ses invités. Mais la cuisine, voilà, c'est un moment de partage. Ça dépend avec qui on est à table, ça dépend comment on est, si on est bien, si on n'est pas bien, si on a eu une bonne journée, pas une bonne journée. Et moi, j'ai d'autres anecdotes où je suis allé 2 fois dans des restaurants et je n'ai pas apprécié le repas de la même manière parce que j'étais tout seul ou j'étais accompagné, par exemple. Donc, la gastronomie et la cuisine en général, c'est vraiment un moment de partage et de convivialité. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce milieu, aussi dans les associations dont je m'occupe aussi, et dans les associations de chefs. C'est vraiment ce qui prédomine. Voilà, c'est la convivialité, c'est le partage, la transmission, la bonne humeur, la joie qu'on ne retrouve pas aujourd'hui avec malheureusement tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les restaurateurs sont très affectés par cette période et j'espère qu'on va vite en sortir pour qu'on retrouve vraiment ces endroits où, quand on y va, même dans les bars, où on retrouve ces moments voilà, de convivialité autour d'un verre qui nous permettent effectivement de parler de tout et de rien, quoi. Alors, je lève la main parce que les questions pleuvent et je vais finir par en perdre. Je vais prendre un parapluie. Je ne vais pas faire que des heureux chez notre auditoire si mais je n'arrive pas à poser toutes les questions. Mais alors, une première assez facile. Oui. Est-ce que tu as rencontré Philippe Etchebest ? Ah oui, je travaille avec Philippe Etchebest. Pardon. C'est sûr. Donc, effectivement, c'était une question simple pour démarrer. Oui, qui est quelqu'un d'extraordinaire et que j'adore. Ouais. Moi aussi, j'adore. J'ai regardé ses émissions Masterchef et j'étais un fan. Et alors après, il y a toute une variété de questions. Il travaille avec nous en ce moment dans une opération qui s'appelle À table les soignants. Donc le but, c'est d'inviter, si vous voulez, des soignants dans des restaurants étoilés. Donc on avait fait une première opération quand les restaurants étaient ouverts. Et là, on a monté une deuxième opération. Les soignants peuvent avoir des menus à emporter, donc chez eux, dans des restaurants étoilés. Et donc, Philippe Etchebest fait partie de l'opération au même titre que d'autres chefs étoilés. Voilà, et puis je poserai juste une autre question en suivant. Quelqu'un s'interrogeait sur… Alors, 2 questions, pardon. Oui. La première, c'est sur la façon dont ton poste a évolué au fur et à mesure que tu en as pris possession. Donc, qu'est-ce que tu faisais au démarrage? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des changements? Et une question beaucoup plus liée à de l'histoire, puisqu'on demande quel est le rapport, y a-t-il un lien entre le thé et le café? D'accord, ok. Alors moi j'ai un parcours très particulier. Moi, je suis ancien banquier. Donc, j'ai travaillé dans la banque pendant plusieurs années. Et donc, j'ai bifurqué, ce sont les hasards de la vie. Hein. De toute façon, la vie, ce n'est que hasard et rencontre. Alors, voilà, on va rencontrer différentes personnes à divers moments de ma vie. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai rencontré une personne qui m'a fait aller dans le café. Et donc, chez Nespresso. Et donc, quand je suis arrivé chez Nespresso, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de lien entre le café et les chefs. Et donc, j'ai réfléchi effectivement à créer un poste, puisque le poste n'existait pas, ça n'existait pas. Donc, on a créé ce poste il y a 11 ans maintenant. Et donc, ce poste, à la base, servait uniquement de lien avec les chefs. C'était quelque part un peu un poste d'ambassadeur de marque. C'est-à-dire qu'il fallait promouvoir le café auprès des chefs. Et donc, au départ, il n'y avait rien. Moi, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas de chef. Donc, j'ai dû créer du réseau, participer à des événements, me montrer, aller partout.
Et d'ailleurs, ma devise est on te voit, on pense à toi, on ne te voit pas, on ne pense pas à toi. Donc le but, c'est effectivement d'être visible et qu'on me voit partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les événements. Et donc au fil du temps, ben, j'ai réussi aussi à intégrer toutes les associations de chefs, puisque après je travaille aujourd'hui avec des associations qui s'appellent les TOC françaises, les disciples d'Escoffier, les meilleurs ouvriers de France, les maîtres cuisiniers de France, Eurotoc aussi, avec, dont le parrain est le chef de l'Élysée, donc qui m'a permis aussi voilà, d'avoir quelques anecdotes aussi à l'Élysée, puisque chaque année, je participe à un événement à l'Élysée qui me permettent de rencontrer tous les présidents. J'ai rencontré Jacques Chirac, j'ai rencontré François Hollande, Emmanuel Macron, etc. Donc ça permet voilà, d'avoir une ouverture sur le monde de la gastronomie qui est très vaste aujourd'hui et qui permet d'avoir un lien avec toutes les associations corporatistes du monde de la cuisine et aussi du monde de la sommellerie, puisque je travaille aujourd'hui avec Philippe Forbrac, qui est meilleur sommelier du monde, si vous le connaissez, et qui est président de l'Union de la sommellerie française. Donc aujourd'hui, voilà, on a un spectre qui est très, très varié et on peut intervenir voilà, dans tous les domaines liés à la gastronomie, mais évidemment, ce que je faisais au départ n'a plus rien à voir à ce que je fais aujourd'hui. Moi, je ne vends rien, je ne vends que de l'image, je ne fais aucun acte commercial. C'est voilà, en quelque part, c'est être ambassadeur de la marque et promouvoir la marque à travers le produit. Et Gilles, en tant qu'ambassadeur, tu as parlé des différents événements, des personnes. Donc, je suppose que ton métier t'oblige à te déplacer souvent. Exactement, exactement. Alors après, par contre, je ne voudrais pas éluder la deuxième question sur le thé et le café. Alors effectivement, il y a un lien, il y a des liens avec le thé, puisqu'effectivement, le thé est une boisson qui se boit énormément. Et je dirais qu'il y a des liens aussi. On travaille le thé, peut-être pas de la même manière, mais on va retrouver dans le thé les mêmes saveurs, les mêmes arômes qu'on peut retrouver dans le café aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut mixer et boire. C'est mon cas d'ailleurs. Moi, j'adore le thé et je bois autant de thé que de café aujourd'hui parce que le thé, c'est vraiment un produit qui est très, très noble et qui arrive aujourd'hui à se démocratiser. Aujourd'hui, les gens boivent de plus en plus de thé et deviennent de plus en plus amateurs de thé. Donc moi, je sais que j'adore le thé. Ouais. En parlant du thé, c'est un message que je passe à Laurent. N'hésite pas, Laurent, à boire du thé aussi. J'aime les deux, c'est juste que je bois beaucoup trop de café, mais ça n'engage que moi. Alors Olivier, effectivement, pour répondre à ta question, on peut m'appeler grand voyageur. Ouais. Effectivement, je passe, je dirais, 4 jours par semaine sur les routes. Donc, je dois passer à peu près 40% de mon temps à Paris. Et le reste de mon temps, ben, je suis en déplacement dans les 4 coins de France, puisque je fais à peu près en train, je crois que je dois faire entre 70 000 et 80 000 kilomètres par an de train. Donc, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mais après, mon activité ne peut pas se faire sans les déplacements, sans aller au contact des gens, sans aller au contact des restaurateurs, sans aller au contact des écoles hôtelières, sans aller au contact des associations, sans aller au contact aussi des événements, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui se font hors Paris. Je participe beaucoup aussi à des concours dans les écoles hôtelières, puisqu'il y a beaucoup de concours dans la cuisine et dans la pâtisserie. Donc, je suis souvent dans des jurys aussi qui permettent de noter les candidats. Donc, ce qui m'amène effectivement à être en permanence en déplacement dans les 4 coins de France. En gros, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais des anciens présidents ou aussi présidents actuels. Pour moi, tu es un président du café et tu le vois partout, quoi. Ouais, président, je dirais à mon plus petit niveau, je suis quelque part voilà, un représentant, un ambassadeur de la marque. Et donc, j'essaie aujourd'hui d'avoir. Voilà, moi j'essaie de ne rien vendre. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Moi, après, j'essaie d'être voilà, le plus simple, le plus abordable possible. Et après, si un chef veut travailler avec nous, parce que je ne rencontre pas des chefs qui travaillent avec Nespresso, mais dès que j'ai un chef qui veut travailler avec moi, à ce moment-là, je le mets en contact avec toute la partie commerciale. Et c'est la partie commerciale qui développera après l'acte de vente et l'entretien du client sur toute la partie commerciale. Laurent, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on passe au point suivant. On ne manque pas de questions, je dois bien le reconnaître. Certaines qui sont un peu tangentes par rapport à notre sujet, puisqu'on me demandait, et je ne sais pas y répondre, qui entre un sommelier et un cuisinier est peut-être celui qui gagne le mieux sa vie? Alors ça, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dû répondre, malheureusement.
Alors là, honnêtement, ça dépend de l'individu. Les deux peuvent gagner très bien leur vie. Après, ça dépend si vous travaillez où vous travaillez. Ça dépend les diplômes que vous avez. Je pense qu'aussi le fait d'être meilleur ouvrier de France, ça doit aider aussi dans la rémunération. Mais après, effectivement, un sommelier qui travaille dans un 3 étoiles Michelin et doit être très bien rémunéré. Après, je ne connais pas les rémunérations exactes, mais je sais que ce sont des gens qui peuvent très bien gagner leur vie. Alors après, la différence entre le sommelier et le cuisinier, c'est que le sommelier, lui, il est vraiment en salle et il a une connaissance approfondie de tout ce qui se passe dans le restaurant. Moi, je dis toujours que je suis fasciné par les sommeliers parce que ce sont des gens qui sont très cultivés, qui ont une culture extraordinaire, hormis le fait de connaître le vin, mais ce sont des gens qui ont une culture extraordinaire. Je parle notamment, moi je connais très bien Philippe Forbras, qui est le meilleur sommelier du monde, et c'est quelqu'un que j'écoute la bouche ouverte parce que c'est un érudit et il connaît tellement de choses surtout que quand il vous parle, vous êtes obligé de l'écouter. Donc, ce sont des personnes en salle, effectivement, qui mettent en valeur le travail du cuisinier et qui sont obligés, effectivement, de connaître tout ce qui se passe en salle, sur la table et autour de la salle, le métier de la salle et du service aussi. Mais ce sont deux métiers de passion et deux métiers très nobles. Deux petites questions, l'une un peu plus large et puis l'autre qui nous permettra de revenir sur ton parcours personnel. Oui. Tu évoquais l'impact de la Covid sur ton travail et on nous demandait si chez Nespresso, il y avait eu un impact ressenti fort des conditions sanitaires sur l'exercice de votre métier. Et dans un deuxième temps, pour revenir et rebondir sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler dans le café chez Nespresso? Très bien. Donc effectivement, par rapport au Covid, alors, nous sommes très impactés, bien entendu. Hein. Alors nous, ce qui va nous sauver, c'est chez Nespresso, on a deux activités. Donc on a l'activité grand public, bien entendu, à travers les boutiques, à travers le particulier, comme nous, qui allons acheter le café et qui consommons le café. Donc je dirais que toute cette activité n'a pas été très impactée. Pourquoi? Parce que les gens, pendant le confinement, ont bu beaucoup de café, ont commandé beaucoup de café. Donc par rapport à ça, cette activité n'a pas été vraiment impactée. Je crois qu'on a dû baisser de 1 à 2% de chiffre d'affaires. Après, par contre, sur toute la partie professionnelle, toute la partie qui s'adresse au métier de l'hôtellerie, de la restauration, effectivement, là, on est très fortement impacté, très touché. Et je pense qu'on va être touché encore pas mal de temps. Mais bon, après, nous on ne se plaint pas parce qu'on fait partie d'un grand groupe, puisque le groupe Nestlé, c'est le premier groupe agroalimentaire au monde. Hein. C'est 135 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, je pense plutôt à tous mes amis restaurateurs aujourd'hui, puisqu'on parle, on dit qu'il va y avoir à peu près 30% de casse, hein, 30% de fermeture de restaurants, donc ce qui est énorme. Et on parle très peu des hôteliers et de l'hôtellerie, mais dans l'hôtellerie, c'est encore pire, hein, puisqu'aujourd'hui, tous les hôtels sont très, très impactés, notamment sur Paris, puisque sur Paris, la clientèle étrangère n'est pas là. Donc, je pense qu'on va avoir aussi de la casse dans les métiers de l'hôtellerie dans les mois qui vont venir. Et donc, là, après, Qu'est-ce qui t'a amené dans le café? Alors, ton parcours. Ça nous permettra de poser la question du parcours et de revenir sur nos pas. Donc, quand j'étais dans la banque, j'étais gestionnaire de patrimoine, donc je gérais des fonds de clients. Et donc, j'ai connu 2 cracks boursiers pendant mon activité. Et au deuxième crack boursier, j'ai des clients qui ont perdu beaucoup d'argent. Bon, c'était pas de ma faute, hein, mais ça m'a fortement impacté. Et donc, j'avais un ami qui était directeur de banque et qui a créé la première concession Nespresso, parce qu'au départ, Nespresso s'est développé par des concessions. Et donc, il m'a dit, Gilles, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec moi et développer Nespresso? Voilà, moi, à cette époque-là, je voulais partir. Et donc, c'est comme ça, par hasard, vraiment, parce que je ne connaissais rien au café, je ne connaissais pas Nespresso, je ne connaissais rien à la gastronomie. Je buvais un café comme beaucoup de monde sans savoir ce que je buvais. Je n'avais pas d'atome crochu particulier avec le monde du café. Voilà, et je dirais, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans par hasard quand j'étais petit. Et donc, voilà, je suis vraiment arrivé par hasard dans le monde du café, bien que, voilà, moi, je suis issu quand même d'une famille de vignerons. J'ai un frère qui est maître de chai, donc qui fabrique du vin. Et donc, peut-être qu'il y a eu aussi ce lien qui, peut-être, déjà en moi, faisait que j'aimais la cuisine et la gastronomie sans le savoir. Mais c'est vraiment le hasard de la vie. Je n'ai rien calculé, ça s'est vraiment fait par hasard.
Alors, Gilles, ça fait penser à moi parce que moi, j'ai fait de l'alternance dans une banque quand j'avais 23 ans. Et mon D'accord? directeur de la formation, lui, c'était un fan de Nespresso. Il avait une machine Nespresso et j'allais souvent squatter la D'accord. machine. C'est là que j'ai vraiment appris à boire Nespresso et depuis, je bois toujours des Nespresso. Et je vois que derrière toi, il y a une petite machine Nespresso. Exactement. Tu peux nous la Mais montrer ça, c'est ma petite machine voilà, que j'ai à la maison et qui fonctionne avec mes petites capsules que je garde précieusement. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué à Laurent, c'est du café qu'on peut faire vieillir comme une bouteille de vin. D'accord? Puisqu'à l'intérieur des petites capsules, on insère du gaz neutre qu'on appelle de l'azote, d'accord? Pour préserver le café, puisque le problème du café, quand il est torréfié, il s'oxyde. Donc, pour ne pas qu'il s'oxyde, on l'a emprisonné dans une capsule en aluminium, puisque l'aluminium, c'est la seule matière, le seul matériau qui permet de préserver le café, comme les aliments d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que souvent, on met un aliment dans les frigidaires entouré d'une feuille d'aluminium, parce que c'est le seul matériau qui va préserver les aliments. Et donc, à l'intérieur de ces capsules, on a inséré du gaz neutre, ce qui permet au café de se bonifier et de vieillir comme dans une bouteille de vin. Donc, il y a quelques capsules de café comme ça que j'ai depuis 4 ou 5 ans, et notamment celle-là, qui est un grand cru du Nicaragua, qui me permettent, voilà, de temps en temps, de sortir une petite capsule de café comme je sortirais une bouteille de vin de 10 ans d'âge. C'est une très belle comparaison entre le bouteille de vin et les capsules de café. Mais c'est exactement ça. Hein. Aujourd'hui, le concept d'introduction de gaz inerte dans le café, et comme dans le café, il y a de l'huile, l'huile continue dans le gaz à se bonifier et à vieillir comme une bonne bouteille de vin. Les arômes se développent et donc on peut faire vieillir aussi ces capsules comme on fait vieillir une bouteille de vin. Bon, on ne va pas les garder 20 ans, hein, mais 4 ou 5 ans, c'est parfait. Alors, je me permets juste d'intervenir pour vous dire qu'on a plusieurs questions qui nous permettent de reprendre le fil de notre présentation, puisque certains se demandent à quoi ressemble une journée, semaine type pour toi, et surtout, ça revient régulièrement, finalement, quel est ton parcours? Tu nous as évoqué la banque, tu nous as évoqué ton arrivée chez Nespresso. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Donc après, voilà, effectivement, ma journée type, et c'est ce que j'aime dans ce que je fais, parce que moi je dis que je ne travaille pas, je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai la chance aujourd'hui de faire un métier que j'ai créé. Et donc, tout ce que j'ai fait, toute l'évolution que j'ai faite aujourd'hui, c'est moi qui l'ai apporté. Je n'ai personne au-dessus de moi qui me demande qui me donne des orientations dans ce que je fais. Je suis assez atypique et assez particulier chez Nespresso parce que je fais à la limite ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux. Donc, on me laisse faire aujourd'hui. J'ai acquis ma crédibilité, j'ai mis du temps, mais aujourd'hui, on me fait confiance et je n'ai pas de journée type. Là, j'ai mis une journée qui pourrait être une journée type, mais je n'ai pas de journée type. Ça peut être, tous les jours est un éternel recommencement et tous les jours, je vais rencontrer des personnes différentes. Et je dirais, c'est ce qui va faire la richesse de ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça peut être une formation client en début de matinée. Après, je vais faire une assemblée générale d'une association. Je vais après aller créer une recette dans la cuisine d'un chef. Après, je vais faire la dégustation à table. Je vais après créer et mettre en place un événement. Par exemple, si je suis au mois de mai pour le Festival de Cannes, l'après-midi à 18h, je vais aller à une remise de prix et remettre des diplômes d'un concours, d'accord. Et après, le soir, eh bien, je vais représenter Nespresso dans une soirée de gala, dans un dîner dans un restaurant étoilé. Donc, je vais représenter la marque, puisque je suis habilité aujourd'hui à prendre la parole pour la marque. On est une quinzaine de personnes chez Nespresso à être habilitées à prendre la parole en public. Donc, je fais partie de ces personnes. Et aujourd'hui, je peux aussi très bien prendre la parole dans un dîner de gala et parler de Nespresso, de tout ce qui est fait chez Nespresso, de présenter Nespresso. Donc, je n'ai pas réellement de journée type. Et ma journée type, c'est moi qui la construis de la manière dont je souhaite qu'elle soit construite. Personne ne m'impose aujourd'hui d'aller tel jour à tel endroit, d'aller tel jour à l'endroit. Alors après, je fais de l'accompagnement en terrain avec les commerciaux. Je peux très bien avoir un commercial qui me demande de l'accompagner chez un restaurateur étoilé pour parler de Nespresso, puisque je connais bien la marque et je connais bien le produit. Donc, je peux aussi aller en tournée terrain avec un commercial. Un jour, je vais à Strasbourg. Après, le lendemain, je peux être à Rennes
Après, je peux aller dans le Pays Basque et me retrouver à Monaco 3 jours après. Donc, je n'ai pas réellement d'activité type. Et j'ai une question, c'est que comme tu n'as pas de journée type, tu organises ton planning comme tu le souhaites. Oui, Pour les jeunes, totalement. pour les jeunes dans la tête, parfois ils se disent, tiens, on dépend d'un patron, on dépend d'un chef, d'un manager. Est-ce que toi, tu as un manager ou tu en as Oui, pas? alors moi bien sûr que j'ai un N+1, mais qui me laisse aujourd'hui toute latitude. J'ai bien entendu des objectifs, hein, je ne suis pas là à me balader toute la journée sans objectif, parce que j'ai des objectifs de formation, je dois faire des formations, je dois faire des événements, etc. Mais dans la mesure où je n'ai aucune activité commerciale, je ne dois pas rapporter du chiffre à la marque, etc. C'est pour ça qu'on me laisse aujourd'hui totale latitude, et puis j'ai fait mes preuves. Donc aujourd'hui, tout le monde sait chez Nespresso que je fais un travail sérieux et que mon travail aussi bénéficie à la marque, puisqu'aujourd'hui j'ai beaucoup de visibilité et je suis en quelque sorte aujourd'hui le monsieur Nespresso, donc on m'appelle comme ça. Et je dirais que quand on commence un métier d'ambassadeur, le jour où on arrive à être appelé le monsieur de la marque, Oui, je dirais que c'est qu'on a bien réussi oui, et j'en suis très fier. oui. On est connu, c'est notre surnom et on se rappelle. Exactement, exactement. Moi, on m'appelle Georges tout le temps. Ah, excellent. Donc, Tous les je autres n'ai sont Georges aucun, français. je n'ai aucun lien avec Georges Clooney. J'aimerais bien, mais, mais effectivement, voilà, c'est marrant d'être. Voilà, je dirais que la réussite est là quand on est vraiment assimilé à la marque. Et d'ailleurs, j'aurais aujourd'hui beaucoup de mal, là, et je ne pourrais pas aller travailler dans une autre marque de café. C'est impossible. Tiens, tu permets d'introduire une autre question qui nous arrive, qui a Oui. été répétée plusieurs fois, donc je la fais remonter. Quelles sont les entreprises en concurrence avec Nespresso, s'il y en a? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Nespresso, on travaille sur une cible de café, une niche de café qui est assez particulière, qu'on appelle les cafés de spécialité ou les cafés gourmets. Ce sont des cafés qui ont beaucoup moins de défauts par cerise de café que tous les autres cafés, qui demandent des soins beaucoup plus importants que tous les autres cafés. Et ces cafés représentent 10% de la production mondiale. Et Nespresso, sur ces 10%, on choisit 10%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec 1% de la production mondiale de café. Donc, on travaille sur une niche de produits qui est hyper sélective, d'accord? Et il y a très peu aujourd'hui de torréfacteurs qui travaillent sur cette niche de produits. Donc, je dirais que ceux qui ressemblent le plus à Nespresso, ce sont Illy Café. Alors, je ne sais pas, après, ce n'est pas connu de tout un chacun, mais Illy Café, c'est un café italien qui est très haut de gamme et qu'on retrouve surtout chez vraiment les amateurs de café. Après, un degré moindre, vous avez, voilà, vous avez Lavazza, vous avez Segafredo, vous pouvez avoir à Paris les cafés Richard. Et après, en province, vous avez, dans le nord, vous pouvez avoir les cafés Néo. Dans le sud, vous pouvez avoir la Maison du Bon Café, Henri Blanc à Marseille. Voilà, après, aujourd'hui, il y a une multitude de torréfacteurs en France. Tous les torréfacteurs ont des bons cafés. Le seul problème du café, c'est que pour faire du café, il faut une machine. Et souvent, c'est la machine qui présente des défauts. Donc voilà, il y a un lien énorme entre la machine et le café. Donc la grande force de la marque chez Nespresso, c'est que Nespresso fabrique ses propres machines, alors que tous les autres torréfacteurs font fabriquer leurs machines par des fabricants de machines lambda qui ne sont pas forcément adaptés à leur café. Alors que nous, on a réussi à d'abord créer notre capsule et après développer les machines qui vont extraire le café de nos capsules. Et Gilles, une question piège, sachant que ton chef n'est pas ici, il ne nous écoute pas. Est-ce que toi, tu bois aussi d'autres cafés que Nespresso? Bien sûr, en permanence, bien sûr. Moi, mon rôle aussi, c'est de goûter ce qui se fait ailleurs. Donc, j'ai une connaissance aussi de tout ce qui se fait ailleurs chez les autres torréfacteurs. Donc, oui, moi, je suis un amateur de café et dès que je peux, j'ai d'ailleurs chez moi, ici j'ai d'ailleurs dans ma petite boîte à café, j'ai plusieurs marques de café. Je goûte régulièrement d'autres cafés pour ne pas avoir uniquement le goût de l'espresso dans la bouche, d'accord? Donc, je suis ouvert vraiment, surtout aujourd'hui, où on démocratise beaucoup le café, puisqu'on a d'autres sortes d'extraction aujourd'hui du café. Donc, aujourd'hui, j'essaie de m'imprégner de tout ce qui se fait au niveau du café, mais aussi du matériel pour extraire le café. Et alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais poser une question qui est essentielle, puisque nombreux sont les participants qui veulent savoir. Est-ce que, une, Nespresso prend des stagiaires, et deux, est-ce que toi, Gilles, tu prends des stagiaires? Parce que ton métier fait rêver, apparemment. Moi aussi, alors, je me fais rêver. Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, Nespresso, bien sûr, Nespresso a des stagiaires, qu'ils soient en alternance ou en stage, puisqu'aujourd'hui, on a des accords avec l'éducation nationale
pour intégrer des jeunes en alternance. Donc ça ne pose aucun problème, qu'ils soient en école de commerce ou qu'ils soient en école hôtelière, on peut faire ça. Et donc moi, personnellement, je ne prends pas d'alternant. J'ai 2 personnes, puisque j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi au siège à Paris et qui s'occupent de m'aider voilà, dans la gestion des événements, qui s'occupent de m'aider quand il faut envoyer du matériel à tel endroit. Mais malheureusement, je dirais, effectivement, parce que j'ai souvent des gens qui me demandent, mais je n'ai pas d'alternant qui travaille avec moi. J'ai 2 personnes dédiées au siège qui travaillent pour moi, mais qui ne travaillent pas que pour moi non plus, mais qui s'occupent de m'aider dans le développement de mon activité. Voilà. Merci beaucoup. Laurent, il reste d'autres questions ou pas? Sinon, il m'en reste une. Oh, il y en a effectivement. J'ai quelqu'un qui demande avec qui travailles-tu finalement, Gilles? Puisque tu viens de nous dire que tu travailles avec 2 personnes. C'est des personnes qui t'accompagnent, qui t'aident, qui te soutiennent dans tes missions multiples. On l'a vu, tu ne manques pas de travail. Finalement, quel est le profil de ces personnes et est-ce qu'elles prendraient des stagiaires en troisième? Alors après, effectivement, moi, ce sont 2 personnes qui sont liées au marketing. Donc, on prend régulièrement, effectivement, des étudiants en alternance en marketing. On peut prendre aussi des alternants dans les boutiques, puisqu'on a un réseau de boutiques en France, puisqu'on a plus de 40 boutiques en France. Donc, on peut prendre aussi des alternants en boutique. On peut prendre des alternants dans le traitement des réparations des machines, etc. Donc, aujourd'hui, on a accès, effectivement, on a un panel dans la logistique aussi, puisqu'on a, bien entendu, puisqu'on envoie les capsules, donc on fait de la logistique, donc on a des métiers complètement différents dans le e-business, dans plein de choses. On peut effectivement avoir des alternants régulièrement, et d'ailleurs, on a une très, très forte demande, puisqu'on vous m'en parlez. Moi, hier, j'ai fait passer le CV d'un ami qui a sa fille en alternance, et donc il a été appelé. Après, je ne sais pas si ça fonctionnera. Mais effectivement, moi, après, si je reçois des CV, si vous avez des CV à me faire passer, je serai très heureux de les faire passer au service RH de Nespresso. Il n'y a pas de problème. Mais sans promesse qu'effectivement, ça puisse marcher. Et Gilles, une dernière question. Tout au début du live, moi et Laurent, on disait qu'on est des fans de café. Moi, je buvais 2 tasses par jour et Laurent, on boit 5-10 tasses. Il n'osait pas dire le nombre. Et toi, tu as dit que tu as des conseils à nous donner en termes dans la journée, on peut boire plusieurs tasses. Exactement. Moi, je bois une vingtaine de cafés par jour. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait couler un café, ce qui sort en premier, ce sont les arômes. Donc, plus un café est court, plus il a d'arômes. Et plus on rajoute de l'eau, plus il y a de caféine. Donc, si tu bois des cafés longs, le café long est très mauvais parce qu'il est plein de caféine. C'est comme le thé d'ailleurs. Hein. La théine est extraite avec l'eau. Donc, plus tu vas boire un café court, plus il a d'arôme et moins il a de caféine. Et plus tu vas boire un café long, moins il a d'arôme et plus il a de caféine. Donc, je te conseille de boire des cafés très serrés. Moi, je bois un café, je bois un doigt. Mais un doigt, c'est un doigt d'arôme, très concentré en arôme, mais qui ne fait pas mal. Alors, nos participants s'inquiètent pour ta santé, Gilles. Mais alors là, il n'en a pas besoin par jour, c'est bon. Pas tous les jours, mais régulièrement, je bois à la limite, les 20 cafés que je bois correspondent à une tasse un mug. Que Olivier, voilà, ou que toi, Laurent, j'ai vu boire tout à l'heure, un mug de café. Et l'avantage, c'est que moi, je prends du plaisir parce que j'ai énormément d'arômes dans la bouche. Donc, j'ai une très grande longueur en bouche, je le garde plus longtemps. Donc voilà, après, voilà. Si on devait résumer, c'est comme pour toute chose, un peu de modération. Et en fait, c'est la quantité plus que le nombre de fois où on en boit qui compte. C'est exactement ça. Je te rejoins complètement, Laurent. Complètement. Et là, après, effectivement, c'est pour ça que les Italiens, d'ailleurs, boivent beaucoup de café, parce qu'ils boivent des cafés très serrés, au comptoir, debout, et ils reviennent plusieurs fois dans la journée. Ça fait partie, effectivement, d'un mode de vie. Et moi, j'essaie aussi de pouvoir déguster, alors pas du Nespresso, mais dès que je peux, c'est boire un café, mais je le bois à ce qu'on appelle ristretto, ou pire que ristretto même, encore plus serré qu'un ristretto, mais ce qui me permet, et puis je n'ai aucun problème de santé d'ailleurs, parce que dans le café, il y a plein d'antioxydants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le café, c'est aussi très bon pour la santé. Bon, il ne faut pas en abuser non plus, mais c'est très bon pour la santé, pour certaines maladies, pour la migraine, pour la maladie d'Alzheimer, etc. Donc ça a plein d'avantages. Donc il faut, comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Mais le fait de le boire très serré et très court, ça permet effectivement d'en boire plus et à tout moment de la journée. Merci pour ce conseil. Demain, Laurent, on ira boire un café ensemble très serré. Voilà. Et on invitera nos collègues. Et surtout sans sucre. Sans sucre. Okay. Ah oui.
puisque le sucre écrase les arômes du café et donc obligatoirement, si on met du sucre dans le café, on arrive à ne plus sentir les arômes, on ne sent plus que le sucre. Ok, c'est retenu, café serré sans sucre. Sans sucre. Gilles, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil, un message à passer aux jeunes qui nous écoutent avant de partir? Écoutez, moi j'ai été vraiment ravi de partager mon expérience avec vous. Et surtout, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut jamais désespérer quand on a une passion. Il faut aller jusqu'au bout de sa passion. Et moi, c'est vrai que dans le milieu dans lequel je vis, au niveau de la cuisine et de la sommellerie, ce sont des gens passionnés. Et que moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler parce que voilà, je suis passionné par ce que je fais. Et c'est une passion que je n'avais pas au départ. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de faire partager ma passion. Et si ça peut donner des vocations, ben, je serai le plus heureux du monde. Donc super, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et Laurent d'animer ce live métier. C'est vraiment la première fois que j'anime avec Laurent. C'est un plaisir. On a passé un agréable moment, on a appris beaucoup de choses. Donc on sait plus sur le café maintenant. Et j'invite les jeunes qui nous écoutent là. Demain, il y a un autre live métier avec nos collègues. C'est Laura et L'intelligence Sarah. artificielle. Voilà, intelligence artificielle. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on a envoyé un lien vers un questionnaire. N'hésitez pas à répondre. Et je vous souhaite à bientôt et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne continuation. Et bonne fin d'après-midi à tous également. À bientôt.